Merci à tous de nous rejoindre sur Sika TV. Bienvenue dans ce journal de l'économie. Les ventes de produits alimentaires au détail ont généré 40 milliards de dollars en 2020 en Afrique du Sud. Les détails sont à suivre. Accord de pêche, le Gabon autorise les navires européens à pêcher dans ses eaux 32 000 tonnes de poissons par an. Nous ferons un tour à Zanzibar dans cette édition. L'île veut développer son économie grâce au pétrole d'ici 2050. Au Nigeria, la Banque centrale vient d'accorder une dérogation pour l'importation de sucre par les 3 principaux raffineurs du pays, à savoir Dangote Sugar Refinery, Bijue Sugar et Golden Sugar. Cette autorisation spéciale intervient après l'annonce datant d'avril portant sur la suspension de l'octroi de fonds pour l'achat de la denrée. Pour justifier sa décision, la CBN indique que les 3 entreprises ont fait des progrès raisonnables dans la production locale de sucre raffiné pour satisfaire la demande intérieure. Concrètement, elles vont désormais bénéficier d'un traitement de leurs dossiers commerciaux par les banques privées afin d'obtenir des devises étrangères. Parlons toujours de sucre. En Inde, la production est prévue pour atteindre 31 millions de tonnes durant la campagne 2021-2022, selon l'Association nationale des raffineries de sucre. Selon l'organisation, la nouvelle campagne devrait s'ouvrir en octobre prochain avec un stock de 8,7 millions de tonnes, soit le plus faible niveau pour le démarrage d'une saison sur ces 4 dernières années. Par ailleurs, la consommation intérieure va se chiffrer à 26 millions de tonnes, tandis que les expéditions de sucre devraient atteindre un record de 7 millions de tonnes. En Afrique du Sud, le marché de la distribution est le plus important du continent africain. Le secteur a certes affiché une croissance soutenue ces dernières années, mais a été confronté, comme de nombreux pans de l'économie, à un ralentissement en 2020 avec la pandémie de coronavirus. En Afrique du Sud, le chiffre d'affaires du commerce de détail de produits alimentaires a atteint près de 40 milliards de dollars. C'est ce qu'indique le département américain de l'agriculture dans sa dernière note sur la distribution alimentaire dans le pays. Ce montant marque une baisse de 6% par rapport à l'année 2019, où le secteur enregistrait un taux de croissance de 3%. La contre-performance s'explique principalement par le ralentissement économique lié au coronavirus, qui a érodé les dépenses de consommation des ménages, et par les restrictions imposées par les autorités afin de contenir la hausse des cas de la maladie. En effet, les magasins de proximité et les centres commerciaux, qui sont les principaux canaux de distribution des produits alimentaires, ont connu une perturbation de leurs activités avec les différentes mesures de confinement. Si globalement cette situation a été préjudiciable pour le commerce physique, l'USDA indique qu'elle a néanmoins profité au commerce en ligne. Avec les déplacements réduits, de nombreux consommateurs ont renforcé leur recours aux achats en ligne, qui ne représentent actuellement que moins de 2% des transactions globales dans la distribution. Certains groupes ont déjà annoncé leur volonté d'accélérer leur virage vers le segment de la vente au détail en ligne, qui a enregistré une croissance de 40% durant les différents confinements imposés dans la nation arc-en-ciel. En Afrique du Sud, le marché de la vente au détail de produits alimentaires est fortement concentré entre 5 grands groupes qui se partagent 80% du chiffre d'affaires total. Dans la logique du pilier Gabon bleu, l'exécutif du pays d'Afrique centrale a paraphé un accord de 6 ans avec l'Union européenne. C'est dans sa volonté de promouvoir la pêche durable. Précision. Le Gabon a autorisé les navires européens à pêcher annuellement 32 000 tonnes, tonnage de référence de poissons dans ces eaux, selon les termes du nouveau protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, paraphé en février et signé en juin de cette année avec l'Union européenne.
Selon l'article 8 de ce texte, le nombre de navires européens ayant accès aux eaux gabonaises sur cette période de 5 ans est limité à 37. Ces chalutiers devraient cibler entre autres principalement les crustacés de fond autorisés sur la base de résultats de campagnes exploratoires et du surplus identifié pour les stocks de crevettes et crabes de fond. En contrepartie de cet accès aux eaux et ressources halieutiques de sa zone de pêche, le Gabon devrait recevoir au moins 17 milliards de francs CFA sur 5 ans. De cette somme, 8,5 milliards seront versés par l'Union européenne et les armateurs s'acquitteront du reste, soit un montant au moins équivalent à la contribution de l'Union européenne. En plus, les navires européens sont tenus de communiquer quotidiennement leur capture aux autorités gabonaises jusqu'à ce que le système d'enregistrement et de communication électronique soit mis en œuvre par les deux parties. Et au cas où les captures des navires au cours d'une année dépasseraient le tonnage de référence annuel, la compensation ferait l'objet d'un complément égal au tonnage des captures de cette année, au-delà du tonnage de référence multiplié par un montant de 50 € par tonne, selon l'article 13 du protocole. Début juin, Ivanhoe Mines et ses partenaires ont conclu un accord pour transformer annuellement jusqu'à 150 000 tonnes de concentré de cuivre avant l'exportation. Pour expédier directement le concentré de cuivre, la compagnie a obtenu une dérogation officielle. Kamoa Cooper, filiale locale de la coentreprise qui exploite la mine de cuivre Kamoa Kakula en RD Congo, a commencé les expéditions de concentré de cuivre sur le marché international. C'est l'annonce faite par Ivanhoe Mines qui précise que les premiers camions ont quitté le site pour le port de Durban en Afrique du Sud avant l'exportation finale. Ceci alors que la phase 1 de l'usine de concentration de Kamoa Kakula monte en puissance pour atteindre une production stable. Début juin, la compagnie a en effet conclu un accord avec une fonderie détenue par un groupe chinois pour la production de cuivre à partir d'un maximum de 150 000 tonnes de concentré chaque année pendant une décennie. Parallèlement, Kamoa Cooper a obtenu les dérogations nécessaires pour exporter toute sa production. Pour rappel, Kamoa Kakula est entrée en production le 25 mai et deviendra d'ici quelques années la deuxième plus grande mine de cuivre au monde, avec plus de 800 000 tonnes de concentré produites annuellement. Pour cette année, la mine devrait avoir un rendement plus modeste, compris entre 80 000 et 95 000 tonnes de concentré de cuivre. Le projet est détenu à part égale par Ivanhoe Mines et son partenaire chinois Zijin Mining, 39,6% chacun, alors que l'État congolais y détient 20% d'intérêt. Le reste, 0,8%, appartient à Crystal River Global Limited. Zanzibar s'est fixé pour objectif de diversifier son économie en exploitant pleinement ses ressources naturelles. L'archipel, qui en est encore au stade primaire de développement de son secteur de pétrole et de gaz, va mettre en œuvre de nouvelles stratégies pour y parvenir. La majeure partie de l'économie de Zanzibar est générée par les services grâce à la manne financière du tourisme, avec l'agriculture qui génère 35% de l'activité de l'île et l'industrie à 15%. L'archipel semi-autonome veut désormais axer ses efforts sur le développement de son secteur pétro-gazier dans le but de diversifier et de renforcer son économie d'ici 2050, fragilisée depuis l'apparition de la Covid-19. Pour ce faire, Zanzibar compte développer ses capacités internes en renforçant les systèmes d'information sur le pétrole et le gaz, en préparant l'exploration multi-clients en eau profonde à l'est de l'île, en engageant de nouveaux investisseurs dans le secteur et en commençant un audit de l'accord de partenariat public-privé PEMA-Zanzibar en août de cette année. Il faut savoir que les récents développements dans le secteur du pétrole et du gaz à Zanzibar ont été effectués grâce à l'adoption de la loi de 2016 qui a permis de procéder à la formation de la Société pétrolière nationale de l'État insulaire ainsi que d'une autorité de régulation. Zanzibar est un archipel tanzanien situé au large des côtes de l'Afrique de l'Est avec de grandes chances d'attirer des investissements dans le secteur du pétrole et du gaz comparativement à d'autres acteurs de la région qui ont des projets bien plus avancés et des réserves prouvées bien plus importantes.
En visite à New York, le Premier ministre espagnol affirme qu'il espère attirer les investisseurs américains en Espagne, alors que le pays émerge de la pandémie de Covid-19 et continue sa campagne de vaccination. Il espère expliquer le plan de reprise économique aux investisseurs étrangers. Pedro Sánchez en a profité pour inaugurer un bureau économique et commercial d'Espagne à New York. Dans le cadre de leurs mesures de répression contre les crypto-monnaies, les autorités s'attaquent de plus en plus au processus de minage, une activité qui fait intervenir des plateformes assez voraces en énergie électrique. En Malaisie, vous le verrez, l'État a opté pour les gros moyens. En Malaisie, les autorités n'ont pas fait dans la dentelle pour punir des mineurs accusés d'avoir siphonné de l'électricité d'une valeur de 2 millions de dollars et entraîné l'incendie de 3 maisons dans la ville de Miri. En plus d'amendes et des peines de prison allant jusqu'à 8 mois, la police a détruit leur machine de minage avec un gros rouleau compresseur. Selon les détails rapportés par plusieurs médias, ce sont 1069 appareils saisis qui ont été écrasés. La valeur des machines est estimée à 1,25 million de dollars. En choisissant de détruire les machines, l'État malaisien veut probablement envoyer un message fort aux autres mineurs de Bitcoin sur son territoire. Ces dernières semaines, les problèmes énergétiques deviennent courants dans les régions où le Bitcoin est miné. Rappelons en effet les exemples de la Chine où la répression contre cette activité continue, ou de l'Iran où le gouvernement a suspendu depuis mai dernier, et ce pour 4 mois, le minage accusé de surcharger le réseau électrique. Si les grands besoins énergétiques du minage des crypto-monnaies ou encore leur impact sur l'environnement étaient connus depuis longtemps, ce n'est que récemment que les États ont véritablement intensifié la répression. Cela coïncide avec la multiplication des projets de monnaie numérique de banque centrale présentés comme meilleurs, moins nuisibles à l'environnement et plus sûrs. Pour rappel, le Bitcoin a chuté depuis son record historique de 65 000 $ de mi-avril, se négociant actuellement à environ 30 000 $. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur Sika TV.